et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Génération Méditerranée l'Hebdo. Aujourd'hui, nous remettons les petits plats dans la grande histoire de la cuisine, des cuisines méditerranéennes. Et pour révéler toutes les saveurs de ce mezze cosmopolite, notre invitée, Mireille Sanchez, bonjour. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Mireille, vous êtes l'auteur de Méditerranée, voyage dans les cuisines, paru aux éditions de La Martinière. Et dans cette bible culinaire, vous nous emmenez dans 24 pays à la découverte de 1300 recettes retraçant 5000 ans d'histoire. Alors nous reviendrons bien sûr sur les coulisses, les cuisines de votre ouvrage, mais avant cela, dites-nous ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous, Mireille. Ce qu'il y a de plus méditerranéen en moi, je pense que c'est le nom que cette mer me donne. Je peux dire je suis méditerranéenne et avec fierté et même un peu d'arrogance. C'est la seule mer au monde qui nous donne son nom. Et ce faisant, elle nous donne non seulement une identité, mais elle nous ancre dans un héritage cosmopolite, pluriel. Et en cela, elle nous ouvre les portes d'une richesse et d'un horizon infini. Alors je le disais, votre ouvrage est celui de tous les records, s'agissant de la cuisine méditerranéenne. Tout simplement, comment ? Ou plus précisément, combien de temps vous a-t-il fallu pour compiler toutes ces informations, pour les recueillir, voilà, quelle a été votre méthode de travail ? Bon, maintenant que le plus dur est fait pour moi, c'est facile. Je peux dire que quand on aime, on compte pas, et que évidemment c'est plus d'une dizaine d'années de travail, de recherche, de compilation, de contact, de voyage, de dégustation, surtout. Surtout, c'est pas la partie la plus désagréable. Ben, bien sûr que non. Et donc, et puis après c'est mon livre Covid, c'est 2 ans d'écriture enfermé dans la maison pour le terminer, le finaliser, le mettre en page, le mettre en forme. Voilà, donc c'est... Mais bon, c'est la partie oubliée, quoi. Reste oui. La régalade. Exactement, et je précise, parce qu'on va les voir tout au long de l'émission, que votre livre est illustré par Florence Cointreau, de très jolies illustrations. Merci pour elle. Ce n'est pas qu'un simple recueil de recettes. Vous revenez sur tous les produits qui composent les cuisines méditerranéennes. Alors comment ils sont arrivés pour certains en Méditerranée, comment ils ont été à la fois adoptés et adaptés. C'est ce qui m'a intéressée, c'est-à-dire que écrire simplement un livre de recettes, c'est pas que je trouve que ce soit moins bien que ce que je fais, c'est pas du tout ça. C'est que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de me dire, mais d'où ça vient et où ça va, et qu'est-ce qu'on en a fait entre-temps. Voilà. Et la Méditerranée, elle offre, c'est une terre d'exploration absolument fabuleuse, et aussi c'était remarquer que des produits sont absolument identitaires au patrimoine culinaire de cette région et de ces 24 pays. Pour autant, ils sont tous arrivés fort tardivement. Et la Méditerranée a cette capacité prodigieuse à s'emparer d'un ingrédient, d'un aliment, d'un mode de cuisson et à le faire sien, au point qu'il est ancré dans son histoire, dans ses patrimoines culinaires, et qu'on ne peut pas imaginer la Méditerranée sans piment, sans tomates, sans morue et bien d'autres épices et bien d'autres ingrédients qui pourtant ne lui appartiennent pas d'origine. Oui, on va en parler, on va prendre quelques exemples précis. J'ai employé le mot de Bible pour présenter votre ouvrage. Ce n'est pas anodin. Non, mais parce que ça ne me dérange pas qu'on parle de Bible dans cette région du monde où sont nées les 3 grandes religions monothéismes. En fait, c'est ici que le livre au sens sacré est né. Donc moi, je suis très fière d'écrire des livres qui vont laisser une empreinte. Enfin, j'ose espérer qu'elles vont laisser une empreinte ou une petite graine de quelque chose. C'est cette région... Enfin, c'est quand même là qu'est né aussi le débat. C'est là qu'est née la philosophie et la plus belle chose au monde qu'est la démocratie. Alors, les cuisines sont empreintes de cela. Ce n'est pas anodin et c'est factuel. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette Méditerranée. C'est notre mer, vous l'écrivez comme vous voulez, nourricière, mais pas que de bons petits plats. Et Dieu sait si nous en avons, mais aussi nourricière d'une culture, d'une histoire qui explique ce que nous sommes et dont nous devons être fiers. Mireille, qu'est-ce qui au final a motivé votre travail ? La colère.
Mais encore. Je veux dire que j'étais agacée, mais c'est quelque chose qui est propre à moi, ce n'est pas quelque chose qui est scientifiquement posé sur la table. Moi, j'étais agacée quand j'entendais parler de régime méditerranéen. Voilà. Et je me disais, mais comment ramener cette région de 24 pays, et pas des moindres, ramener 5000 ans de culture, et pas la moindre, 57 langues encore parlées dans cette région, comment le ramener à un régime pire, à une diète? Tout ça parce qu'on mange de l'huile d'olive et des olives et des poissons grillés, et on pense qu'on est tous au régime. Mais la Méditerranée, ce sont aussi tous les beignets, tous les chichis, toutes les daubes, tous les gratins, etc., etc. Donc moi, je voulais témoigner de ce qu'était la Méditerranée. Je voulais lui rendre hommage parce que c'est ma mère terre, c'est ma terre-mère. Je voulais dire ce que c'était. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste ça existe. Et pour moi, c'était important de dire attention, la Méditerranée, c'est du Portugal jusqu'en Israël, c'est de la Libye jusqu'en France ou au Monténégro, et que c'est ça la force de cette région unique au monde, encore une fois. Et je n'imaginais pas faire ce livre autrement que cela. Donc je savais que je m'engageais dans quelque chose d'assez conséquent. Est-ce qu'elles ont besoin d'être défendues, ces cuisines méditerranéennes? Je pense que individuellement, elles se défendent très bien. Je pense que chacune, déjà dans les limites de son pays, se défendent remarquablement bien. Quelques-unes ont dépassé les frontières, et même les frontières de la Méditerranée, et tant mieux. Ce que je constate et que je regrette, c'est qu'elles n'ont pas le sens de ce qu'elles représentent ensemble. Vous voyez, quand on dit je suis algérien, je suis marocain, chacun défendant la soca ou la calentine en disant c'est à moi ou le houmous, et moi je leur dis mais vous êtes tous méditerranéens, et là ça change tout, ça donne une puissance, ça donne une force, et ça ancre dans quelque chose qui est légitime. Et c'est ce que je regrette un peu aujourd'hui. Alors, elles font de la résistance, ces cuisines. Elles s'adaptent aussi, elles se réinventent. Face à l'uniformisation du goût, de la mondialisation des produits, elles résistent. C'est une mère de résistance, non? Une cuisine de combat. C'est une cuisine de combat, et nous sommes ici dans une île ô combien merveilleuse, et qui sait ce que ce mot veut dire. Plus qu'ailleurs peut-être. Donc oui, c'est une cuisine de résistance, parce que la mondialisation n'a jamais, et l'histoire, n'a jamais permis l'émergence d'une pensée unique et plus d'une cuisine unique. Il n'y a pas une cuisine en Méditerranée, ça n'existe pas. Il y a des cuisines, et ô combien diverses, plurielles, et pourtant toutes reliées par quelque chose, c'est-à-dire l'histoire. Toutes reliées par les migrations, par des apports, par des échanges. C'est ça la Méditerranée. Ce sont des cuisines de partage. Elles se ressemblent, elles rassemblent, et elles se disputent aussi. Mais c'est ça la Méditerranée. Voilà. La dimension géopolitique de la cuisine. Les cuisines permettent, vous l'avez dit, de retracer les migrations et aussi de comprendre une partie du développement économique, agricole de certains territoires, voire même de leur aménagement. Vous parliez de la tomate. Comment ne pas parler de la tomate en Méditerranée? Elle est omniprésente, en sauce, en salade, au four à la poêle, et elle n'est même pas méditerranéenne. Elle l'est, aujourd'hui, on peut dire qu'elle l'est, oui. Absolument, mais elle ne l'a pas toujours été. C'est vrai qu'elle n'arrive... Elle est arrivée tardivement. Elle n'arrive que via le Portugal et l'Espagne que fin XVIe siècle. Et entre le moment où elle va passer de l'Espagne jusqu'à Gênes, à Naples, puis revenir sur Nice, il va se passer 2 siècles. Donc... on ne peut pas imaginer qu'un produit est arrivé vite et qu'on s'en est emparé et que ça y est, il s'est imposé. Par contre, l'empreinte qu'il a laissée, peut-être parce qu'elle a été longue, elle a permis justement des ancrages significatifs. Et c'est vrai que ces ingrédients ont modifié les paysages, ont modifié la géographie, ont modifié, parce que l'agriculture, la culture, l'élevage ont modifié l'urbanité et la ruralité. Elles ont agi comme vecteurs économiques et donc politiques. Et en cela, c'est intéressant. Enfin, il me semble que
croquer dans une tomate l'été, et on ne peut pas imaginer de s'en passer dans nos cuisines méditerranéennes, c'est en même temps un acte à la fois revendicatif, résistant, pour dire maintenant qu'on l'a, on la garde, et aussi c'est témoigner d'une histoire. Ce n'est jamais anodin, la cuisine. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit la cuisine sert à comprendre ce qui se passe autour de la table. Oui. fait. Oui, oui, bien sûr, elle sert à comprendre ce qui se passe. La table, c'est vraiment le lieu emblématique de la vie. C'est-à-dire, on se réjouit ou on se déteste, on s'aime, on se réconcilie, on se dispute, on rit beaucoup, on crie beaucoup en Méditerranée. On mange bien, on boit bien. On a des produits d'une qualité exceptionnelle dans tous les pays. Ça, c'est un fait rarissime. On ne peut pas dire qu'il y a un pays véritablement meilleur que l'autre. Et dans tous ces pays, on trouve des produits de qualité. Alors, autre ingrédient de la cuisine méditerranéenne, le riz. Alors, on sait qu'il nous vient de Chine et d'Inde, mais sa culture a façonné, on en parlait littéralement, divers paysages méditerranéens, comme en France, en Espagne et en Italie. Et jusqu'en Égypte, Jusqu'en Égypte, effectivement. En Espagne, le delta de l'Èbre, en Camargue, le delta du Rhône, en Italie, la vallée du Pô et la vallée du Nil en Égypte. Le riz a une importance capitale, historiquement et géographiquement. D'abord, il maintient à la survie de ce delta. Plus de riz, moins de sel. Donc, on permet comme ça la survie d'espaces ruraux. C'était important parce que, d'abord, le riz est une nourriture importante. Après la guerre, il fallait renourrir les populations. C'est comme ça qu'on a réintroduit le riz en Camargue. Après, le riz, il participe aussi à des cultures. Il y avait des façons de cuisiner le plat qu'on appelle la paella. Il fallait un riz qui mijote bien, qui s'harmonise et qui se confonde avec les saveurs. Côté Italie, il y avait le risotto. Oui. Et là, il fallait créer un riz ou améliorer une variété de riz riche en amidon. Et puis après, il fallait des variétés plus résistantes, plus en capacité de produire davantage. Ça, c'est bon pour la vallée du Nil ou pour le delta du Rhône. Et le riz identifie des pays parce que il donne des vecteurs emblématiques culinaires forts. Ce sont des marqueurs. Et en ça, c'est un ingrédient important. Et pourtant, le développement du riz, c'est après la guerre, oui. Après la Seconde Guerre. Et on voit que le goût donne le là à la politique d'aménagement et aux politiques agricoles. Bien sûr, parce qu'il fallait créer des plans de développement. Il fallait imaginer des économies qui allaient suivre vite ou moins vite. Et il fallait... Mais les Égyptiens, eux, ils avaient très bien compris, il y a presque 3000 ans, qu'il fallait nourrir des populations et aménager les bords du Nil. Alors, un dernier exemple. La star de la cuisine portugaise, j'ai nommé la morue, originaire des mers froides, en plus, qui a longtemps représenté, là aussi, un enjeu économique. Alors, la morue, elle est prodigieuse. Autant la tomate est une envahisseuse de génie, mais la morue, c'est une invitée prodigieuse. Elle n'avait rien à faire chez nous, finalement, et ce n'est pas un poisson de notre mer. Oui. Pour autant, elle y est bien présente. Alors, en fait, il y avait donc du sel en Méditerranée. Avant qu'il y ait davantage de riz, il y avait plus de sel. Et il fallait bien en faire quelque chose. Par chance, les morutiers qui remontaient vers Terre-Neuve avaient trouvé pratique de s'arrêter en Méditerranée pour récupérer du sel, qu'ils ont troqué contre des morues dont ils avaient plein les cales. D'accord. Et c'est comme ça que la morue est devenue vraiment un ingrédient provençal, nîmois ou portugais et aussi marocain ou tunisien ou libyen, fort. On la retrouve dans toute la Méditerranée, elle ne s'arrête pas aux portes du Portugal. Non, on la retrouve mais le Portugal, c'est notre fabuleuse porte d'entrée en Méditerranée, donc on la retrouve partout. Elle s'est invitée insolemment et puis elle est restée, elle s'y trouve bien depuis le temps. Et on l'a intégrée à toutes les cuisines de la Méditerranée. Et sur l'aspect économique, il y a eu un cours pour ce poisson, de la spéculation qui a été faite sur ce poisson. Il y avait la spéculation sur le sel parce qu'il fallait troquer. Donc il fallait évaluer le coût de l'un par rapport au coût de l'autre. Et puis il fallait imaginer toute une économie induite, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait faire autour de ces deux produits.
Une question impossible. Si vous deviez choisir une recette de votre ouvrage? Je peux pas faire ça. Je peux pas parce que j'aime véritablement ces pays-là. Ce que j'ai même découvert au cours de l'écriture, ceux auxquels je suis attachée depuis toujours, mais le goût, il s'affine ou il diffère parce que c'est une saison ou parce que c'est une occasion. Donc on va choisir plus un ingrédient ou plus un plat suivant telle ou telle raison. Pour autant, je suis très attachée aux cuisines des îles et je trouve qu'en Méditerranée, les îles, et vous le savez bien ici en Corse, les îles ont une puissance identitaire extraordinaire. La cuisine de Malte, la cuisine corse, la cuisine sarde, la cuisine sicilienne sont des cuisines fortes. On dirait que elles concentrent tout le nectar de la Méditerranée comme si c'était pas assez, alors on va encore un peu exagérer. Et moi j'aime ces cuisines-là. Allez, c'est l'heure de passer à la bande originale. Mireille, on retourne dans les champs et les rizières avec votre chanson Bella Ciao, qui est de tous les combats depuis sa création. Parlez-nous de cette chanson et pourquoi elle résonne en vous ainsi. Comment choisir un autre chant? Là encore, Dieu sait, enfin Dieu et tous les dieux savent en Méditerranée qu'il y a des chants de résistance forts, puissants et inscrits. Bella Ciao, c'est parce qu'il témoigne justement de l'histoire du riz. Bella Ciao est un chant méditerranéen. Il est de chez nous. Il nous appartient. En même temps, il appartient au monde. Et les mondines, c'est-à-dire ces femmes qui travaillaient dans les rizières en Italie du Nord, qui venaient souvent de l'Italie du Sud, ont travaillé dans des conditions absolument effroyables. Mais toute la culture du riz à cette époque-là était assez effroyable. Et ce chant décrivait leur journée. Elle disait, il faut se lever, il faut aller dans les rizières et on va y perdre notre jeunesse, mais un jour, nous travaillerons en liberté. Et depuis, il a été repris, des paroles ont été modifiées, chacun a voulu l'identifier à sa cause, à sa résistance, et il est un chant absolument universel. Absolument universel. Pourtant, il est méditerranéen. Et il est méditerranéen. Après la cuisine méditerranéenne, Mireille, quel est votre prochain sujet, objet d'étude? Est-ce que vous le savez déjà? Je peux dire que les 2 prochains livres sont finis. D'accord, très bien. Et que je me repose un peu. Vous avez bien raison. Que je me régale de la promotion de la Méditerranée, je m'en délecte et j'en profite. Et vous faites bien. Mireille Sanchez, merci de m'avoir accompagnée durant cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Méditerranée, voyage dans les cuisines, paru aux éditions La Martinière. Il est ici sur le plateau. Hop. Et vous avez également signé Le Poulet voyageur aux éditions BPI. Voilà pour la Méditerranée. Bon... Bel ouvrage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Style ou si on vous manque en replay sur la plateforme France.tv. Salut. Ciao, bella ciao.